Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Nous sommes vendredi. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le roi Mohamed VI ont accompli leur prière à la grande mosquée de Bamako. La prière était dirigée par l'imam Koké Kalé en présence des membres du gouvernement, des diplomates des pays musulmans accrédités au Mali ainsi que de nombreux autres fidèles musulmans. Au terme de la prière, le roi Mohamed VI a émis 10 000 exemplaires du Coran à la communauté musulmane du Mali. Reportage Soumaï Laberté. Il y a 5 mois, presque jour pour jour, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le roi Mohamed VI accomplissaient leur prière de vendredi à la grande mosquée de Bamako. 5 mois plus tard donc, revoilà les deux personnalités côte à côte pour le même motif religieux. Et c'est l'imam Koké Kalé qui dirige l'office. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم. Au premier rang des fidèles, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son hôte, le roi Mohamed VI. Dans son sermon lu en arabe, l'imam Koké Kalé a loué Allah le Tout-Puissant et prié sur le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, avant de prôner l'entraide, la solidarité islamique. Le sens que je donne à cette prière et à cette journée, c'est une journée vraiment formidable, et sensationnelle et spirituelle. Parce que ce n'est pas n'importe qui trouve à prier avec les guides des pèlerins. Et surtout, c'est un descendant du prophète, c'est un shérif et en même temps, il est notre hôte. Pour le ministre délégué en charge des affaires religieuses et du culte, la visite du roi ne fait que consolider les relations religieuses entre le Mali et le Maroc. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un vendredi particulier. Nous recevons le commandeur des croyants qui est en plus un souverain chérifien. Il porte le sang du prophète Mohammed wa Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc que celui-ci vienne prier chez nous en visite d'État, c'est une chance pour notre pays. Et je crois qu'il faudrait remercier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour cette initiative. Et de voir que depuis son arrivée, nos relations avec cet État frère et ami, et historiquement, cette coopération s'exprime dans un Mali nouveau, surtout d'abord sur le plan de la coopération religieuse, la formation des imams, pour sortir notre islam de cet incultisme religieux. Cela est salutaire. La prière s'est achevée avec une bénédiction faite par le roi Mohamed VI, le souverain marocain qui a ensuite remis symboliquement 10 000 exemplaires du Coran à la communauté musulmane du Mali. Quelques instants après donc cette cérémonie, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ont procédé au lancement de 2 importants projets pour notre pays. Il s'agit de la clinique périnatale et du programme de coopération Mali-Maroc pour le développement de la filière bovine au Mali. La cérémonie s'est déroulée à Sébinikoro, compte rendu à Lousseini Touré. La clinique périnatale dont les 2 chefs de l'État viennent de lancer les travaux est un hôpital de haut standing offert par la Fondation Alaouite pour le développement durable de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Elle a une capacité de 80 lits et coûtera 3,5 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 18 mois. Cette fondation a été créée par Sa Majesté le roi et elle se spécialise dans les actions humanitaires, essentiellement à caractère médical. Il s'agit d'une 2e grande réalisation de la Fondation, cette clinique périnatale qui va avoir la capacité de traiter jusqu'à 5000 accouchements par an. Vous connaissez la priorité que Sa Majesté accorde au développement durable, et particulièrement en Afrique. C'est un geste naturel qui s'inscrit dans le cadre de la pertinence des actions de Sa Majesté par rapport à tout ce qui est trait au développement humain. Voici un investissement qui viendra en complément utile des structures dont nous disposons déjà. C'est une structure de référence qui va recevoir les cas compliqués de nos hôpitaux en matière de périnatalité et qui permettra également de prendre une partie des besoins des populations avoisinantes en termes de recours de 3e référence
dans le cadre même des grossesses normales. Quant au programme de développement de la filière bovine au Mali, il se concrétisera à travers l'assistance et l'expertise marocaine en matière notamment d'insémination artificielle, une technologie qui va booster la production de viande rouge de qualité. Aussi, les 100 000 doses de semences animales offertes par la Fondation serviront à démarrer cette activité. Grâce à l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, la Fondation Mohamed VI pour le développement durable nous a saisi pour justement accompagner, faire ce don, accompagner ce don par un transfert de, on ne va pas dire de technologie, mais de savoir, pour justement installer un développement durable. Et d'ailleurs, le but est le développement durable. On n'est pas là pour faire du business, on est là pour aider les éleveurs maliens à se prendre en charge en termes de production et de productivité pour augmenter leur production aussi bien en viande qu'en lait. Et pour cela, donc, la maîtrise de la technologie, à savoir l'insémination artificielle, est un des paramètres magnifiques pour réussir cela. Donc il y a 125 000 doses de semences bovines de race Holstein et Montbéliard qui sont ici. Il y a aussi tout le consommable pour faire l'insémination artificielle. Et surtout, il y a aussi ce transfert de savoir qu'on va accompagner par la formation. La Fondation Alaouite pour le développement durable n'est pas à son premier geste. Elle a déjà réalisé d'autres infrastructures à travers la sous-région, notamment au Sénégal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert hier soir un dîner à Sa Majesté le roi Mohamed VI et à sa délégation. Un moment de convivialité qui a permis aux deux parties d'échanger sur des questions intéressant la vie de nos deux États. Voilà, vous le voyez sur ces images, le président de la République qui a offert hier soir un dîner à Sa Majesté Mohamed VI, le roi Mohamed VI, et à sa délégation. Voilà, c'était hier soir à Koulouba. Un moment de convivialité qui a permis aux deux parties d'échanger sur les questions intéressant la vie de nos deux États. Voilà, le président de la République qui a offert donc un dîner hier soir à son hôte. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi à Koulouba sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous donnerons lecture du communiqué issu de ce conseil au cours de ce journal ou dans un flash spécial. Le gouvernement de la République du Mali a le plaisir d'informer l'opinion publique nationale et internationale que le Canada a décidé la reprise totale de son aide au développement du Mali, tout en maintenant son aide non gouvernementale et humanitaire à notre pays. Le Canada avait suspendu son aide directe au gouvernement du Mali à la suite du coup d'État de mars 2012. Le gouvernement de la République du Mali s'est réjoui de cette décision du gouvernement du Canada qui fait suite à l'évolution positive de la situation politique et institutionnelle au Mali, notamment l'organisation réussie des élections présidentielles et législatives. L'aide directe du Canada, un des partenaires bilatéraux les plus importants du Mali avant le coup d'État, va contribuer à la réalisation de projets spécifiques dans les domaines de concentration de la coopération canadienne avec le Mali, notamment les secteurs du développement rural, de la justice, de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la corruption et y compris le bureau du vérificateur général. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler sa gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Mali qui l'accompagnent dans la reconstruction et le développement de notre pays. Les opérateurs touristiques et hôteliers du Maroc et du Mali se sont retrouvés aujourd'hui. Le but de cette rencontre était de permettre aux acteurs intervenants dans le secteur touristique malien de profiter de l'expérience marocaine en matière de tourisme et d'hôtellerie. C'est ce que nous dit Fatoumata Kone. Le Mali et le Maroc partagent la même culture et cela est perceptible à travers la civilisation tombouctienne. Pour consolider ce lien, les opérateurs touristiques et hôteliers des deux pays se sont retrouvés ce vendredi au Radisson Blu. Votre séjour nous offre l'occasion de faire le point de la collaboration entre nos pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Cette présence
doit être mise à profit pour aller en profondeur afin de nous permettre de tirer le meilleur de nos expériences. Nous sommes là en train de parler et également de voir quelles sont les possibilités de faire émerger également, de renforcer les relations qui existent entre nos deux pays en matière de tourisme. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé le 12 décembre 1991 à Casablanca à l'occasion de la tenue du premier salon africain à Casablanca. Donc c'est un accord qui date depuis maintenant 23 ans et c'est un accord qui est très important et peut être une base de travail pour la coopération entre nos deux pays en matière de tourisme. Les acteurs du secteur ont profité de la rencontre pour soumettre des doléances à nos deux autorités, parmi lesquelles la formation touristique et hôtelière, création d'écoles dans le domaine, rendre la destination Mali plus opérationnelle. Bientôt, une nouvelle radio verra le jour au Mali, dénommée Hit Radio. Elle sera 100% jeune et va cultiver davantage un esprit de créativité chez cette couche de notre pays. Le projet a été présenté hier aux journalistes par des partenaires marocains, initiateurs du projet, et c'est un reportage de Abdul Karim Kaba. Dans cette situation de réconciliation que vit le Mali, il faut donner l'occasion à la population et surtout aux jeunes de se donner la main et de se divertir. C'est pourquoi Hit Radio, une radio de jeunes et pour les jeunes, sera bientôt diffusée au Mali. Ce volet-là qui est en relation avec les moyens de communication, qui sont un moyen fondamental de connaissance et de partage. La dimension culturelle est fondamentale. La dimension d'information et de circulation d'informations et de partage est fondamentale et nous considérons que cette priorité qu'est l'Afrique pour nous doit se traduire à tous les niveaux. Et cette dimension-là, liée au support d'information, aux véhicules d'information, aux véhicules culturels, etc., est fondamentale. Hit Radio dispose de 74 fréquences au Maroc. La radio est implantée un peu partout. En Afrique, elle émet à Lomé, Dakar, Bangui, Gabon, entre autres. Nous avons déjà commencé depuis 2 ans à s'implanter un peu partout sur le reste du continent. On a 2 ou 3 modèles qu'on utilise, soit avoir des relais dans ces pays, c'est-à-dire on diffuse soit de Rabat ou de notre siège régional à Lomé vers ces pays, ou soit on installe tout ce qu'il y a comme équipement de diffusion pour permettre plus de proximité avec nos auditeurs. Hit Radio est 100% musique. Elle est créée depuis 2006. Hit Radio se basera sur le potentiel local afin de raffermir la cohésion et la solidarité entre les jeunes à travers la culture. Bienvenue donc à cette radio. Plusieurs opérateurs économiques et chefs d'entreprise accompagnent le roi Mohamed VI du Maroc. Parmi eux, le président de la BMCE Maroc qui a rendu visite hier à la Bank of Africa. Il y a également l'administrateur directeur général du groupe Attijari Wafa Bank qui était cet après-midi à la Bimessa, la filiale malienne du groupe. Les deux personnalités sont allées encourager le personnel des deux banques qui œuvrent dans la promotion du développement économique au Mali. Ibrahim Traoré. La visite royale au Mali touche plusieurs domaines de l'économie nationale et le secteur bancaire occupe une place importante. Illustration avec le groupe Attijari Wafa Bank qui confirme de plus en plus son engagement à soutenir le secteur privé malien. Son administrateur directeur général qui accompagne le roi Mohamed VI au Mali a saisi l'opportunité pour visiter les locaux de la BIM SA, filiale malienne du groupe. Sur place, il a pu encourager et surtout apprécier la détermination de la direction et de l'ensemble du personnel avant de rappeler les ambitions du groupe Attijari Wafa Bank au Mali. La BIM doit jouer un rôle de leader dans le raffermissement des économies maliennes et marocaines et être le pont qui va faciliter le financement des projets d'investissement, le commerce extérieur entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. Et j'ai senti vraiment un enthousiasme au niveau des femmes et des hommes de la BIM qui veulent porter le défi justement de s'inscrire en tant que banque de référence pour l'économie malienne, mais aussi
un pont de référence entre les économies marocaines et maliennes. Le Maroc détient aussi d'importantes actions au niveau de la Bank of Africa qui a accueilli le président de la BMCE, Othman Ben Jelloun, a exprimé toute sa satisfaction à la performance de la BOA créée au Mali il y a 30 ans. Le groupe est aujourd'hui présent dans 16 pays africains. Le président de la BMCE a rassuré que la banque continuera à améliorer ses services et à promouvoir davantage le développement économique au Mali. Pour être tout à fait complet, la présence du Maroc aujourd'hui aux côtés du Mali est un retour naturel au sens de l'histoire et la visite du roi Mohamed VI vise à affirmer l'engagement du Maroc auprès du peuple malien dans cette phase de reconstruction. Ce sont là les propos du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération Salah Ebni Mezoua et ce soir l'invité de Yahya Konaté, une interview spéciale de la semaine à suivre après cette édition. Sur un tout autre plan, je vous le disais en titre, comment opérationnaliser le secrétariat technique de la plateforme de coordination des stratégies Sahel. La question était au centre d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Bamako. La réunion vise à définir les modalités de collaboration avec les autres organisations membres de ce secrétariat et à recenser toutes les organisations régionales et internationales ayant une stratégie Sahel. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Aller plus vite et plus loin afin de minimiser les souffrances des populations du Sahel. Pour une meilleure coordination entre les acteurs de la bande sahélo-saharienne, le secrétariat technique de la plateforme de coordination des stratégies Sahel a démarré ses activités avec la tenue de cette réunion. Première du genre, la réunion vise le développement d'un plan d'action pour ce secrétariat, à définir également ses relations avec le futur secrétariat de l'initiative G5 et à finaliser ses termes de référence. Nous réunir dans ce format est une recommandation de la réunion ministérielle des États sahéro-sahariens tenue ici même à Bamako le 5 novembre 2013, laquelle réunion a institué une plateforme ministérielle de coordination présidée par le Mali pour 2 ans. Nous nous sommes entendus pour venir rapidement d'abord vous soutenir, pour dire l'importance que nous accordons à cette réunion et aussi une façon de vous transmettre peut-être quelques-unes de nos idées que nous avons récoltées à travers les réunions auxquelles nous avons participé ces dernières semaines. Toutes les institutions se sentent interpellées par la situation du Mali et donc veulent agir en faveur du Mali. Avoir une stratégie pour le Sahel répond aux besoins des populations. C'est pourquoi le Mali se félicite de briguer la présidence de la plateforme de coordination des stratégies Sahel pendant ces 2 premières années. Aujourd'hui, un consensus est là, issu des différentes stratégies et qui nous commande d'agir vite afin de relever les défis de la coordination, de l'efficacité et de la mobilisation des différents acteurs au plan national, régional et international. La plateforme de coordination des stratégies Sahel se réunira tous les 6 mois au niveau ministériel. Ouverture ce matin à Bamako de l'atelier de validation des normes de travail et spécifications techniques pour la création des actifs. Ce document, une fois validé, permettra de renforcer les capacités des communautés vulnérables afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est ce que nous dit Sokona Kamisoko. Les mauvaises pratiques de l'homme, l'insuffisance pluviométrique, l'érosion et le changement climatique provoquent de sérieux problèmes à l'environnement avec des conséquences sur le secteur agricole. Il faut alors des mesures de tous ordres pour renforcer la résilience des populations. C'est dans ce contexte que le programme alimentaire PAM a entrepris un projet avec l'Union européenne tout en définissant les normes de travail et des spécifications techniques dans le cadre du programme de renforcement des capacités. Ce projet qui a débuté en mai 2012 au cours de notre intervention d'urgence continue de lutter contre les causes profondes de l'insécurité alimentaire dans 43 communes, ciblant actuellement 120 000 personnes vulnérables. Une expansion des activités de résilience est prévue en 2014 avec des activités dans 80 communes ciblant 200 000 personnes vulnérables. Les normes de travail
constitue la base de calcul de la quantité de vivres à mettre à disposition des participants aux travaux en guise de rétribution. C'est pour cette raison que leur application correcte revêt une grande importance. Le projet Union européenne PAM, qui ambitionne la mise en œuvre des actions à court et moyen terme par des partenaires et ONG, exige que les normes soient désormais prises dans leur globalité. Les 107 fiches techniques, une fois validées, seront éditées et diffusées auprès de tous les acteurs qui travaillent dans le secteur de la sécurité alimentaire. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, 21 février, la journée internationale de la langue maternelle. La cérémonie a eu lieu à Sibi, a enregistré donc la présence de plusieurs membres du gouvernement, mais également des partenaires du monde de l'éducation. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Nando Dambélé et Toumani Diabaté. Le choix de Sibi, vieille terre du Mandé, pour abriter cette cérémonie n'est pas fortuit. En effet, cette localité est l'un des creusets de la grande tradition de l'oralité qui caractérise le Mali. C'est avec fierté et honneur que nous avons accueilli cette décision. Le gouvernement du Mali et le ministère de l'Éducation nationale trouvent ici nos sentiments de reconnaissance les plus distingués. En plus des nombreux établissements scolaires, cette commune compte 3 centres d'éducation pour le développement CED, 3 centres d'alphabétisation fonctionnelle, 4 médersa et 7 centres de développement de la petite enfance. Des études ont prouvé que l'enfant qui apprend dans sa langue, qui commence les apprentissages dans sa langue, maîtrise tout l'apprentissage futur, quelle que soit la langue qui viendra ultérieurement au cours de ces études. Véritables outils pédagogiques, certains, les langues maternelles sont aussi de véritables moyens d'intégration, de développement et facteurs d'unité nationale, d'où le thème central, investissement dans les langues maternelles, facteurs de développement endogène durable. Cette dédicace est signe d'attachement après une prise de conscience du rôle que jouent les langues maternelles dans tout processus de développement durable. Comme vous le constatez, les deux thèmes ont en commun les concepts de science et de développement avec un focus sur les langues maternelles. Je voudrais partager avec vous, dans cette atmosphère festive, la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui il n'y a pas de développement en dehors de nos valeurs de civilisation. Marquée par des poèmes et sketchs en langue locale, la cérémonie a pris fin par la visite dans une classe à pédagogie convergente et un centre d'alphabétisation fonctionnelle. Démarrage ce vendredi d'une activité du mouvement Scaling Up Nutrition financé par le PAM et l'OMS. Ce projet vise à lutter contre la malnutrition dans les zones concernées par le mouvement. Compte rendu, Fatoumata Kone. Plus de 180 millions de francs CFA, c'est le montant qui facilitera la réalisation du projet intitulé « Mobiliser la société civile pour le renforcement de la nutrition au Mali ». Ce projet devra permettre aux acteurs du secteur de lutter contre toute forme de malnutrition dans notre pays. L'éradication de la sous-nutrition chez les jeunes enfants présente de multiples avantages. Elle permet d'augmenter le produit intérieur brut, d'élever le niveau d'instruction d'au moins 1 an, d'augmenter les salaires, de réduire la pauvreté, car les enfants bien nourris ont 33% de chances en plus d'échapper à la pauvreté quand ils atteindront l'âge adulte. Cette cérémonie marque l'engagement de la société civile à nos côtés en vue de promouvoir la bonne nutrition au Mali. Nous nous investirons à tout mettre en œuvre pour l'adoption d'une démarche intersectorielle dans la mise en œuvre de cette politique. Le projet qui regroupe la société civile, les agents sanitaires, est une composante du mouvement Scaling Up Nutrition. Ce mouvement concerne 45 pays. Ces pays s'engagent à respecter des objectifs spécifiques. Le mouvement SAN vise à rassembler les efforts des gouvernements, du secteur privé et de la société civile pour lutter ensemble contre la malnutrition. Les causes de la malnutrition sont diverses et concernent quasiment tous les aspects de la vie, dans la santé, l'éducation,
les moyens de subsistance, l'eau et l'assainissement, la protection sociale et le renforcement du rôle des femmes. Les recherches montrent qu'une meilleure nutrition contribue à bâtir une société plus prospère. D'une durée de 2 ans, le projet Mobiliser la société civile pour le renforcement de la nutrition au Mali est basé dans les régions de Kayes, Ségou, Sigasso et le district de Bamako. Nous ouvrons à présent une large page de conseil d'administration. La 19e session du Conseil de la Cité des enfants s'est tenue ce matin à Bamako. Au cours de cette rencontre, il a été question du rapport d'activité de l'année 2013 et de l'adoption du plan d'action et du budget 2014. Compte rendu, Rachel Tessougué. Le budget 2014 de la Cité des enfants s'élève à près de 600 millions de francs CFA. La structure compte améliorer son cadre de travail par l'acquisition de nouveaux matériels, assurer la gestion efficace des ressources humaines. Le défi majeur est l'achèvement du siège de la Cité des enfants. Pour relever ce défi, nous ne devons occulter aucune piste, y compris la possibilité d'établissement de conventions avec le secteur privé. La réussite d'un tel projet nécessite l'engagement de toutes et de tous. Au cours de l'année 2013, malgré un contexte difficile, la direction de la Cité des enfants a pu organiser les centres de loisirs pour les enfants déplacés du Nord, les déficients auditifs, visuels et les mineurs du centre de rééducation de Bolé. Nous sommes venus à cette cérémonie et tous ces enfants ont participé à leur façon et c'était très agréable, même si parfois c'était très émouvant de les voir. La réussite de ces activités, malgré un contexte socio-économique particulier, témoigne encore une fois de la maîtrise par la Cité des enfants des techniques d'organisation des grands événements. La Cité des enfants est une structure conçue pour être un lieu d'évasion, de liberté et d'apprentissage. C'est un espace attrayant où l'enfant, à travers les activités de son choix, participe à son éducation. L'Office de protection des végétaux a tenu ce matin la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. Le budget prévisionnel 2014 de l'Office s'élève à plus de 650 millions de francs CFA. Reportage d'Aouda Sidi Kijara. Protection des végétaux, un volet essentiel de l'agriculture. Afin de relever ces défis, le conseil d'administration de l'Office de production des végétaux examine le programme phytosanitaire pour la nouvelle campagne 2014-2015. Ce programme est basé sur la formation des agents, des producteurs et la lutte contre les oiseaux granivores et les sauteriaux. Nos perspectives pour la protection des végétaux au cours de la campagne 2014 portent essentiellement sur 3 points. Le premier, c'est le déploiement du dispositif de veille et de lutte active contre tous les types de nuisibles aux cultures et au pâturage. Le deuxième va porter sur la formation de l'ensemble des acteurs, y compris les collectivités, et les services de développement rural impliqués toujours dans les systèmes agricoles. Et en troisième position, nous allons nous occuper de la diffusion des bonnes pratiques agricoles. La campagne phytosanitaire qui s'achève, bien que relativement calme, a été marquée par des menaces d'oiseaux granivores dans les zones rizicoles des aménagements hydro-agricoles des régions de Ségou et Mopti, ainsi que sur les cultures sèches dans ces mêmes régions, ainsi que dans la région de Kayes. Des manifestations d'autres nuisibles ont été constatées, telles les sauteriaux dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti, ainsi que les mouches de fruits dans les régions, sur les mangues, particulièrement dans les régions de Sikasso et Koulikoro. Toutes choses qui pourront certainement garantir à l'Office une intervention efficace et efficiente, s'inscrivant dans une logique de production agricole et de préservation de l'environnement. Activité similaire, la 2e session du conseil de perfectionnement du centre de formation pratique en aquaculture de Molodo vient de se tenir ici à Bamako. On retiendra surtout que le budget 2014 de la structure connaît une hausse de 5%, compte rendu à Gali Adagissa. À l'occasion de cette 2e session du Conseil de perfectionnement du Centre de formation pratique en aquaculture de Molodo, les administrateurs jettent un regard sur les 3 ans d'existence du centre afin de revoir la durée de la formation qui est de 2 ans. Nous voulons donner au Centre de formation pratique en aquaculture de Molodo une vocation sous-régionale. C'est dans ce cadre que l'État
a consenti des efforts financiers sur le budget spécial d'investissement BSI pour renforcer sa capacité d'accueil à travers la construction et le renouvellement des locaux. Il convient au Conseil de perfectionnement de donner des orientations idoines pour que cela soit une réalité. Les recommandations en général ont été effectuées à 90%. La recommandation qui posait problème, ça c'était le problème de renforcement des capacités en enseignant. Pour pallier cette difficulté, c'est d'envoyer les cadres en formation en matière d'aquaculture. Nous disposons d'un financement de 40 millions de fonctionnement. Pour début Calzo, il y a eu une légère augmentation, vu l'évolution même de l'école. Cette année, ça a été augmenté de 5%. Le centre de Mouloudou, dans le cercle de Nyuno, en 4e région, est un établissement public chargé de la formation des techniciens en aquaculture, l'encadrement des organisations des producteurs et autres. Sur un tout autre registre, le partenariat entre l'Institut de recherche pour le développement IRD et l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako se concrétise. Une convention de partenariat entre les deux structures a été signée hier, compte rendu Nando Dambélé. L'Institut de recherche pour le développement IRD et l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako ont des préoccupations et des objectifs communs en matière de recherche pour le développement. C'est dans cette optique qu'intervient le présent partenariat entre les deux structures. Le présent accord a pour objet de définir un cadre de coopération, de concertation et d'échange d'informations, de promotion et de suivi des activités de recherche, de formation, d'expertise, d'information scientifique et de valorisation qui seront entreprises en commun. Ayant pour mission de promouvoir la recherche scientifique, la formation académique et professionnelle, l'Institut de recherche pour le développement reste convaincu que la science est un outil indispensable du développement et que les dimensions juridiques et politiques de la science sont appelées à jouer un rôle considérable en termes de vision pour aider l'action. C'est pourquoi les coopérations entre l'IRD et l'USJPB, recherche, formation, expertise, innovation, promotion de l'emploi, se développent dans des domaines clés, comme a rappelé le recteur, que sont l'urbanisme, l'environnement, la décentralisation, le développement local, le foncier. Le présent accord définit justement le cadre de mise en œuvre de ces actions qui doivent appuyer la modernisation de l'enseignement supérieur par la recherche scientifique et appuyer l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako dans ses efforts pour mettre en place des filières innovantes et identifiées prioritaires par le Mali. Activité syndicale maintenant, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale était hier en visite à la CSTM, une occasion pour les deux parties de faire le point sur la situation syndicale au Mali après la crise qu'a connue notre pays. Reportage Isaac Tchenou. Cette rencontre de la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale avec la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM a pour objectif de prendre connaissance des difficultés que traversent les mouvements syndicaux au Mali. Une occasion pour Madame la secrétaire générale de manifester son soutien et celui de la Confédération internationale aux travailleurs maliens après les différents événements. Au cours des travaux, la CECI a été informée des problèmes auxquels les travailleurs maliens sont confrontés à cause de la crise et des relations entre les syndicats et les autorités. Madame a ensuite renouvelé son soutien au Mali et invite les uns et les autres à plus de courage et d'abnégation. Écho de nos régions dans le cadre de la reconstruction d'urgence des bâtiments publics à Tombouctou, le gouverneur de région vient de visiter certains chantiers, dont ceux des directions régionales de l'assainissement, de l'industrie animale et du gouvernorat. Le constat qui se dégage est que les travaux avancent normalement et les bâtiments pourront être livrés à la fin du mois de février. Reportage Adama Djimde. Cette visite du gouverneur sur le chantier de la reconstruction des services publics à Tombouctou avait pour objectif d'apprécier l'évolution des travaux. Mamadou Mangara s'est rendu au palais de justice, à la direction régionale des domaines et celle de l'urbanisme, entre autres. Selon le constat, ces différents bâtiments qui sont en finition seront livrés dans le délai. Le constat général fait ressortir quand même des avancées considérables. Et certains sont même prêts. Alors, à ce niveau, d'ici la fin du mois, pour les services de première ligne, on est prêt quand même à recevoir les clés. Bon, nous sommes à un mois de délai sur un total de 2 mois. Moi, en tout cas, de mon côté, je suis à 80-90% selon les deux chantiers.
pour un mois de délai et nous pensons pouvoir livrer ces bâtiments-là le 27. À l'image de Ligue Développement, nombreux sont les partenaires qui accompagnent l'État pour la réhabilitation de ces infrastructures. Parmi ces bâtiments que nous avons visités, Luxe Développement en a réalisé 4, notamment la salle de conférence du gouvernorat, la salle des affaires du gouvernorat, le logement du conseil aux affaires économiques et judiciaires du gouvernorat et le palais de justice. Et le montant investi sur ces 4 bâtiments est d'environ une trentaine de millions. Avec la mise en état de ces infrastructures, les services pourront désormais reprendre le travail dans des conditions confortables. Une mission conjointe UNESCO Direction nationale du patrimoine est venue faire l'état de lieux des sites classés patrimoine mondial. Cette mission a visité Tombouctou, les Askia, le site Kankou Moussa, l'ancien et le nouveau musée du Sahel de Gao. Les détails avec Boubacar Babletouré. Faire une évaluation technique détaillée de l'état de conservation des sites du patrimoine culturel à Gao après la libération, c'est l'objectif auquel s'est attelée la mission conjointe UNESCO et le département en charge du patrimoine culturel du Mali. La visite a concerné le tombeau des Askia, le site Kankou Moussa, l'ancien et le nouveau musée du Sahel. À l'issue de cette visite, un constat se dégage. Nous avons effectivement constaté que le dernier crépissage date de 2011, et ce qui a véritablement fragilisé l'ensemble de la structure. Le tombeau, les 2 mosquées, et nous avons même constaté beaucoup de fuites, de traces de fuite d'eau suite à la saison des pluies qui vient de se passer. Donc il va falloir faire un diagnostic très important par la suite, mais aussi déjà mener des premières actions de conservation urgentes. La délégation a aussi rencontré les communautés qui ont exprimé leurs préoccupations relatives à la réhabilitation de ces sites en péril, l'entretien et le suivi des sites classés, la fonctionnalité du nouveau musée. Il a été question également du patrimoine immatériel de la cité. À toutes ces questions, des précisions ont été données. La communauté locale de Gao a émis beaucoup de préoccupations. Préoccupations dans le sens qu'ils ont besoin d'être aidés pour préserver ce patrimoine. Nous allons voir dans la mesure du possible avec l'UNESCO et dans le cadre du plan d'action, qu'est-ce qu'on peut apporter pour soutenir le patrimoine de Gao. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de cette visite qui, nous pensons, va être le déclic pour vraiment un lancement, un envol, disons, de la culture au niveau de la région. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Gao qui a trouvé la mission très utile. Voilà, on a beaucoup dansé. La société de la mine d'or de Sadiola a réalisé une déviation sur la route nationale 21 qui va de Kaye à Kenyeba en passant par Sadiola pour faciliter le transport en sécurité du minerai de sa nouvelle carrière de Tambala vers l'usine. Le coût de réalisation de cette déviation, longue d'une dizaine de kilomètres, ainsi que les dédommagements s'élèvent à plus de 2,5 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a eu lieu mardi dernier à Kaye. Chaka Konaté, compte rendu. La société de la mine d'or de Sadiola exploite depuis 6 mois une nouvelle carrière, celle de Tambala, et les véhicules chargés du transport du minerai à l'usine passent par la route nationale 21, perturbant ainsi le trafic. C'est la raison pour laquelle la CEMOS a décidé de faire une déviation longue de 9 km et qui a coûté à la société 2,5 milliards de francs CFA. Une partie de cette somme est destinée au dédommagement des propriétaires de boutiques, des restaurants, de champs ou d'arbres fruitiers se trouvant dans la zone. Notre ambition, c'est de faire en sorte que et les travailleurs et la communauté soient dans de meilleures positions en termes de sécurité santé et éviter les accidents au lieu de travail. Le carrefour de la déviation se trouvant à proximité du marché, le maire de la commune de Sadiola, Mamoudou Makalou, a remis sur le tapis les projets d'aménagement du marché, demandant à la CEMOS de les réactualiser. Autre doléance, présentée cette fois-ci par les transporteurs à travers le président de leur syndicat Amadou Beidi Maïga, l'entretien et le bitumage de la route Kaye-Sadiola-Kenyeba pour réduire les accidents sur cet axe. En réponse, le gouverneur a annoncé la bonne nouvelle, celle relative au bitumage prochainement de la route, même si le colonel Salif Traoré n'a pas précisé la date. En attendant, il salue cette initiative de la CEMOS qui profite à tous. Je voudrais monter toute ma satisfaction
pour ce genre de projet structurant qui sert tout le monde et qui donne une meilleure visibilité à l'entreprise. Parlant des licenciements en vue, le gouverneur Salif Traoré a demandé à la direction de la CEMOS de négocier avec les syndicats pour aboutir à un accord. Ne prenez pas d'acte avant un accord, a-t-il averti. Suite au décès du chef de village de Sadiola Sangouma Dambeli la semaine dernière, le gouverneur et sa délégation ont présenté leurs condoléances à la famille du disparu. En 5e région, l'ONG Yagtou intensifie ses actions de lutte contre le paludisme dans le cercle de Bandiagara. Elle vient à cet effet de lancer la deuxième phase de son projet intitulé Yobu Wolo, une initiative qui vise à pérenniser l'accès des communautés aux services de prévention et de traitement du paludisme. Le coût de ce projet est estimé à plus de 41 millions de francs CFA, c'est ce que nous dit Yacouba Maïga. La mise en œuvre de la phase 2 du projet Wobuwolo fait suite à une première phase qui aura permis pendant 3 ans aux populations des communes de Dandoli et Soroli de développer des stratégies ayant amélioré substantiellement leur accès aux services de prévention et de traitement du paludisme. Wobuwolo phase 2 a pour but de pérenniser un système capable de répondre à la demande d'accès et d'utilisation des services de prévention et de lutte antipaludique dans les cercles de Bandiagara, Nyono, Ségou, d'ici septembre 2014. Ce projet sera mis en œuvre dans 22 villages des communes de Dandoli et Soroli. Le coût total de cette deuxième phase s'élève à 41 751 000 francs CFA, intégralement financé par Lutheran World Relief. La solidarité est une notion très importante, que ce soit au niveau international, au niveau régional ou au niveau même d'une famille. Je suis fort persuadé que vous n'allez pas manquer de consolider les acquis de la phase précédente, car vos approches et vos stratégies, toujours innovées, vous aideront à les atteindre. Cette cérémonie a été mise à profit pour procéder à la remise de dons non alimentaires d'une valeur de 18 529 000 francs CFA aux déplacés du Nord, des dons obtenus grâce à l'appui de Lutheran World Relief et Acte Alliance. À Caille, ouverture hier dans la commune rurale de Awa Dembaya du Festival international Caille Médine Tamba, remise des moulins multifonctionnels aux femmes. Des prestations de troupes artistiques ont été les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Caille, la correspondance de Kansoutou Kanouté. Organisé chaque année dans la commune rurale de Awa Dembaya, le festival international Caille Médine Tamba, 9e édition, a ouvert ce jeudi 20 février 2014 ses portes sur les berges du fleuve Sénégal. Durant 3 jours, les populations vivront des moments agréables à travers des animations culturelles, des expositions, des visites de sites touristiques et historiques, entre autres. Je suis vraiment heureuse d'avoir vu la population de la commune de Awa Dembaya qui regroupe plus de 10 villages. Ils sont tous venus vraiment montrer qu'ils sont contents pour les éditions à venir. Nous allons encore améliorer ce qui reste à faire. Nous sommes heureux de constater que Médine a entamé la phase ascendante de son renouveau et la tenue régulière du festival Caille Médine, dont les populations s'en sont progressivement appropriées. Le festival culturel annuel de Awa Dembaya est un des plus grands festivals culturels de la région. En cette période de post-crise, chaque fois qu'il y a un événement d'une telle envergure qui s'installe, ça nous rassure davantage quant au retour du Mali sur la scène culturelle. Comme le dit souvent le président, le Mali il est là debout, il est revenu et à jamais. Ce festival Caille Médine Tamba, c'est la culture mais aussi la solidarité. C'est ainsi que la Fondation Orange, qui accompagne cet événement chaque année, a offert à l'Association pour l'épanouissement des femmes de Kotera, Sodefete de Caille, un moulin multifonctionnel. Un tableau avec le portrait du président de la République, un tableau retraçant l'épopée de Soundiata Keïta, entre autres, ont été remis successivement au ministre par Imprime Color, un jeune Malien résident au Sénégal et un ancien élève du ministre. Des maillots ont également été remis à l'équipe de football de Médine. La troupe locale de Médine, les chasseurs et le groupe d'Elia du Casso ont émerveillé le public avec leurs chants et danses. Sport, une fête à nos portes. Le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité sera lancé demain
4 disciplines sont concernées, à savoir le football, le basketball, le tennis de table et l'athlétisme. Déjà, 7 pays sur 16 invités sont dans nos murs. Dans la prévision, pendant une semaine, 834 personnes seront au Mali pour ce tournoi. Pour plus de détails, écoutons le vice-président de la commission d'organisation, colonel-major Issa Diallo. Il est interrogé par Abdul Karim Kaba. Nous avons 7 délégations qui sont déjà dans nos murs. Donc, en ce qui concerne la préparation de nos équipes, cela a débuté depuis un bon bout de temps. Et là-dessus, nous sommes en train de préparer la cérémonie d'ouverture pour demain. Alors, comment le tournoi en tant que tel va se dérouler à Bamako? Le tournoi se déroulera, comme vous venez de le dire, à Bamako. Ça concerne la catégorie junior dans les disciplines que nous avons retenues, à savoir le football, le basketball, l'athlétisme et le tennis de table. Nous avons retenu pour le football 3 terrains, à savoir le stade Omsport, où se déroulera également la cérémonie d'ouverture. Il y a le stade Wenzin Koulibaly et le stade Mamadou Konaté pour le football. En ce qui concerne le basket, c'est la nouvelle salle du Palais des Sports qui va abriter les compétitions de basket. La salle, le pavillon des sports du stade Modibo Keïta abritera les compétitions de tennis de table. L'athlétisme, ce sera encore au stade Modibo Keïta. Nous voulons que la population fasse corps avec la commission d'organisation, avec ces pays invités pour que règne à Bamako pendant ces 8 jours une atmosphère de paix, de sérénité pendant cette période où l'esprit du sport va souffler sur toute la population. Et la fête démarre demain. Le Conseil des ministres est réuni ce vendredi à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous donnerons le contenu de ce communiqué dans un flash spécial. Et puis, l'enregistrement de l'émission Sambé Sambé, 8 mars, initialement prévu pour ce samedi 22 février à l'hôtel Olympe International, est reporté à une date ultérieure. La direction de la télévision s'excuse pour le report indépendant de sa volonté. La nouvelle date fera l'objet d'une nouvelle annonce. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous invitons d'ailleurs à revoir ces informations sur notre site www.ortm.ml. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain à 20h pour la grande édition. Mais avant, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga à 13h.